Toute politique éducative nationale qui veut être efficace, on doit se concentrer, à mon avis, avant le primaire, mais bien sur la maternelle. C'est là que les acquisitions essentielles et fondamentales se feront et paveront le chemin de la réussite ou de l'échec pour tout ce qui suivra derrière. Quand Maria Montessori observe les enfants de 0 à 6 ans, elle observe un certain nombre de capacités, un certain nombre de caractéristiques, de besoins et de puissance. Elle utilise plusieurs métaphores pour le décrire. La première métaphore qu'elle utilise pour décrire l'enfant de 0 à 6 ans, elle parle d'un embryon psychique. Un embryon psychique, c'est une idée très forte si on se rappelle la révolution qu'a été l'embryon, la découverte de l'embryon. Pendant très longtemps, on croyait à la théorie de l'homoncule, à savoir qu'on pensait que dans le spermatozoïde de l'homme, il y avait un mini-humain en miniature qui contenait déjà toutes les caractéristiques de l'adulte en devenir, jusqu'au point que certains théoriciens pensaient que dans ce mini-humain, si c'était un garçon, il y avait déjà ces spermatozoïdes qui contenaient déjà les futurs mini-humains et ainsi de suite à l'infini comme des poupées russes. Et l'idée était donc que tout était déjà donné à la naissance et que ça allait simplement se développer dans le territoire fertile qu'était la mère. La révolution qu'a été l'embryologie, c'est de se rendre compte que ça n'était pas ça du tout, qu'au contraire on avait une cellule indifférenciée, sans caractéristiques propres, et qui allait, par la volonté naturelle ou divine, se transformer à l'intérieur de l'utérus de la mère en une série de cellules spécialisées. Une cellule spécialisée va en devenir 2, 4, 8, 16, qui vont devenir des membres, des muscles, des yeux, un cerveau. Tout ça selon un plan qui nous échappe encore en grande partie, mais qui se fait, sur lequel on sait qu'on n'a pas à intervenir, on sait que c'est une étape extrêmement fragile, on protège avec amour et grand soin le ventre de la mère, parce que c'est l'environnement idéal pour que l'embryon puisse grandir. Cette idée d'embryon psychique, c'est l'idée de dire que quand l'enfant naît et vient au monde, et même un petit peu avant, sur le plan mental, il est encore à l'étape embryonnaire. Il est une cellule indifférenciée qui va grandir, qui va se transformer. Elle retourne donc l'idée de la page vierge en disant oui, quand l'enfant arrive, il est un bloc de cire molle, il est une page blanche. Mais ce n'est pas à nous d'écrire dessus. L'enfant va lui-même écrire sur sa propre page blanche. Il va lui-même se former. Il va le faire par interaction avec l'environnement, en suivant un plan naturel, inné, profondément ancré en lui, que nous ne pouvons qu'à peine deviner par ses manifestations et que nous devons servir fidèlement. La pédagogie Montessori, ça n'est pas être au service de l'enfant, c'est être au service du développement de l'enfant, être au service de ce guide intérieur qu'il a en lui et qui va l'emmener, le guider à travers ces étapes de son développement. Cette idée d'embryon psychique, elle veut dire aussi donc que l'enfant est d'une très grande fragilité. Cette période de 0 à 6 ans, il faut absolument le protéger de toute violence psychique. Pas de colère, pas élever la voix, certainement pas de violence physique envers lui. Nous devons absolument protéger l'enfant, c'est le moment de sa construction. Il est aussi fragile que ne l'était l'enfant à venir au monde dans le ventre de sa mère. Et la nature a créé pour l'embryon l'utérus de sa mère, qui est l'endroit parfait, l'endroit idéal pour qu'il puisse grandir. Mais quand il vient au monde, il n'a plus cet environnement idéal. Et notre classe Montessori, ça doit être comme cet utérus pour l'enfant qui vient de naître. Ça doit être le même endroit où il va pouvoir accomplir sa croissance et suivre son dessein intérieur. Cette idée de l'embryon, c'est également donc que beaucoup de choses se développent et se font naturellement sans qu'on sache exactement pourquoi. On peut observer les manifestations et on peut les accompagner. Et de la même manière, l'enfant de 0 à 6 ans va apprendre, va se développer d'une façon radicalement différente de celle que nous utilisons, nous, adultes. Elle utilise pour ça une deuxième métaphore qui est celle de l'esprit absorbant de l'enfant. L'enfant va apprendre en absorbant automatiquement, complètement et intégralement ce qu'il y a autour de lui. Elle utilise comme comparaison le fait que si nous apprenons, c'est comme si on regarde une scène et qu'on essaye de la dessiner. Si l'enfant de 0 à 6 ans apprend, il prend une photo. C'est extrêmement rapide, c'est extrêmement complet, c'est extrêmement précis. Ça veut dire qu'on ne peut pas laisser des détails laissés à l'écart. Tout doit être entièrement préparé parce que l'enfant va complètement intégrer tout ce qu'il y a dans son environnement. Il va apprendre de façon extrêmement durable. Ce qu'il apprend de 0 à 6 ans va lui durer toute sa vie. On a parlé avec M. Denen des apprentissages du langage qui se fait dans cette période et qui va durer toute sa vie bien plus profondément que s'il ne le fait ultérieurement. Ça veut dire aussi que l'enfant va apprendre essentiellement en faisant. Nous aussi, mais c'est encore plus crucial à cet âge-là. L'enfant va apprendre en faisant. La pédagogie Montessori, c'est une pédagogie du faire. Ça veut dire que dans notre classe, il ne va pas y avoir de leçons. On va installer les choses pour qu'il y ait du matériel à manipuler pour l'enfant. On a évoqué plutôt la question de l'apprentissage par le jeu.
En Montessori, on parle systématiquement de travail. Parce que ce n'est pas tellement le jeu qui est essentiel pour l'enfant. Ce qui est essentiel pour l'enfant, c'est une activité signifiante et qui va l'aider à son développement. Et qui souvent prend la forme d'un jeu pour lui. On préfère lui donner le nom de travail parce que pour nous, il n'y a de grande dignité que dans le travail de l'homme. Le travail, ce n'est pas forcément le travail salarié, ce n'est pas forcément un emploi. Le travail, c'est toutes les fois où l'homme mobilise son énergie pour accomplir des choses. Et dans ce sens-là, l'enfant accomplit la plus incroyable des tâches puisqu'il se construit lui-même. Dans une classe Montessori, j'espère pouvoir vous montrer une petite vidéo à la fin, apparemment elle est chargée, c'est très bien. Il y a donc, tout le matériel est installé sur des étagères. Le matériel qui va accompagner l'enfant pendant ses 3 ans. Les enfants sont mélangés dans la classe d'âge de 3 à 6 ans. Il y a un moment de bénéfice à avoir une classe d'âge mélangée, et donc on mélange les enfants de 3 à 6 ans tous ensemble. Tout le matériel est là. Le matériel est fait pour que l'enfant puisse le prendre, s'installer, travailler avec, répéter l'activité autant de fois que nécessaire, parce que l'enfant apprend par la répétition. C'est par la répétition qu'on va voir la très grande concentration dont les enfants de 3 à 6 ans sont capables. Il va pouvoir s'auto-évaluer avec ce matériel. Si c'est nécessaire, certains matériels ne se prêtent pas à l'auto-évaluation. À la suite de quoi, il va ranger son travail à l'endroit où il l'a pris, et ensuite passer à un autre travail. Ceci de façon strictement individuelle. L'enfant de 3 à 6 ans apprend en travaillant seul, pas en groupe. Le rôle de l'adulte va être essentiellement d'observer l'enfant et, quand il est prêt, de lui montrer un nouveau travail. Une des règles de la classe, c'est que l'enfant ne peut prendre un matériel et un travail qu'une fois qu'il lui a été présenté par l'adulte. Ce qui se rapproche le plus du temps de la leçon, c'est donc le temps de la présentation. On va amener un enfant vers l'étagère, lui montrer comment porter le matériel, lui montrer comment l'amener à une table, ensuite de quoi lui montrer comment le manipuler, avec le moins de langage possible. Si ce n'est pas un matériel de langage, parce qu'à cet âge-là, l'enfant est tellement intéressé par le langage que si on se met à lui parler, il va nous écouter parler et plus nous regarder faire. Lui montrer comment le faire, et ensuite de quoi lui dire « Je t'ai montré ce travail, tu peux maintenant travailler avec autant de fois que tu le voudras, aussi souvent que tu le voudras, aussi longtemps que tu le voudras. » Et ensuite, on le laisse travailler. Quand il finit l'activité, on lui montre comment l'arranger. Mais à partir de là, l'enfant est libre de travailler. Un enfant Montessori va donc parfois voir l'enseignant une fois dans la journée, 10 minutes. Le reste du temps, il mène son activité par lui-même. Comme l'enfant manipule son cycle seul de travail, et que tous les enfants n'ont pas exactement le même rythme, ça veut dire que dans les écoles Montessori, dans les classes toujours de 3-6 ans, il y a un cycle de 3 heures de travail ininterrompu, de 8h30 à 11h30, 9h30, 9h à midi, quelle importance, mais pas de récréation. Les enfants travaillent de façon ininterrompue pendant 3 heures, en manipulant leur matériel les uns après les autres. Même chose pour l'après-midi. L'enfant va traverser ce qu'on appelle une série de périodes sensibles. À savoir qu'on va voir que l'enfant va être par moments plus intéressé par certains domaines, plus intéressé par d'autres. C'est à la fois une force et une vulnérabilité. Ce n'est pas quelque chose de conscient, mais c'est quelque chose qui correspond à ce moment-là à un besoin du développement de l'enfant. Et nous devons être capables de savoir quelles sortes de périodes sensibles vont pouvoir venir pour le langage, pour les mathématiques, pour l'ordre, pour la minutie, pour le raffinement sensoriel, et avoir à notre disponibilité dans l'environnement tout ce qui est nécessaire pour pouvoir répondre à ce moment-là aux périodes sensibles de l'enfant. Dans la classe 3-6, l'enfant va donc se développer en faisant et en répétant. Les activités de la classe Montessori sont, avec un joli mot, autotéliques. Ça veut dire que, autotélos du grec, elles sont leur propre but. L'enfant, à cet âge-là, apprend en faisant, et le but de son activité, c'est d'être fait elle-même. Au final, quand vous voyez votre enfant très jeune qui monte et qui descend du canapé, qui monte et qui descend du canapé, qui monte et qui descend du canapé, en général, vous finissez par perdre patience et dire bon, tu vas être en haut ou en bas, et vous le montez ou vous le descendez. Mais ce que vous faites à ce moment-là, c'est que vous l'empêchez de faire ce qu'il veut. Ce qu'il veut, ça n'est être ni en haut ni en bas, c'est être en train de monter et descendre du canapé. Au final, quand on aide un enfant en pensant l'aider à accomplir ce qu'il est en train de faire, par exemple, vous voyez un enfant qui peine difficilement à monter un escalier, puis dès qu'il est arrivé en haut, il va commencer à le descendre. Si vous l'attrapez pour l'emmener au haut de l'escalier, c'est comme si en passant en voiture le matin, vous voyez quelqu'un qui fait son jogging et que vous le prenez en stop. Il ne veut pas être en train d'arriver quelque part, il veut être en train de courir. Votre enfant qui travaille, c'est la même chose. Vous devez le laisser faire. Ce qui veut dire qu'on est donc dans une pédagogie qui n'est pas tellement une pédagogie de la compétence, mais une pédagogie du faire. L'enfant va acquérir les choses simplement en pratiquant et en répétant. Et on va l'emmener à l'étape suivante, chacun à son tour. La pédagogie Montessori est donc strictement individualisée, chaque enfant avance exactement à son rythme. On présente l'activité suivante à l'enfant quand il est prêt pour la suite. On va voir dans la classe 4 grandes zones d'activité.
Les activités de vie pratique sont les premières que l'enfant voit. Ce sont celles qu'il veut faire à la maison. Un des mots que vous devez entendre certainement très souvent si vous avez des jeunes enfants, c'est « moi tout seul, je veux faire tout seul ». Les enfants veulent faire seuls. L'acquisition de l'indépendance et de l'autonomie, c'est un des grands buts pour l'enfant de cet âge-là. Et par les activités de vie pratique, on va lui proposer des activités très simples. On va lui apprendre à verser de l'eau dans un verre, couper une feuille avec des ciseaux, attacher ses lacets, passer un balai. À chaque fois, avec une activité organisée pour qu'il puisse le faire seul, la répéter et la ranger à la fin. Ces activités de vie pratique sont extrêmement importantes. Elles sont déroutantes, souvent, pour les parents, quand ils arrivent et qu'ils disent « Alors, qu'est-ce que mon enfant a fait ?» Eh bien, il a lavé les tables aujourd'hui. Et pourtant, c'est essentiel. Parce qu'en menant un travail de cette manière-là, l'enfant acquiert d'ailleurs d'abord une grande conscience de sa valeur. Il effectue un travail qui lui paraît important. C'est pour lui le travail le plus important, puisqu'il voit les adultes, qui sont les personnes les plus importantes pour lui, le faire. Il acquiert une coordination sensorimotrice qui va être une préparation pour l'écriture et pour toutes les autres activités derrière. Il acquiert une première capacité à se concentrer. Si je parle par exemple de laver les tables, c'est une activité qu'on va proposer aux enfants déjà suffisamment avancée, puisqu'il va falloir amener l'activité, amener l'eau dans la bassine, savonner la table, frotter la table, rincer la table, sécher la table, vider l'eau. Donc on a une série d'étapes qui demandent déjà une grande capacité pour l'enfant à planifier et à s'organiser mentalement. La deuxième grande catégorie des activités qu'on va proposer aux enfants, ce sont les activités qu'on appelle donc sensorielles. On va présenter une série, ce qu'on appelle des abstractions matérialisées. Ça peut être des choses très simples. Une série de cylindres de diamètres différents. Une série de boîtes qui, quand on les secoue, vont faire un bruit plus ou moins intense. Une série de cloches avec toutes les notes de musique. Une série de bouteilles avec des odeurs différentes. Et à chaque fois, les activités vont être des activités où on va mettre en paire, classifier, ranger, comparer. À chaque fois, en isolant une compétence. Le matériel qu'on propose aux enfants est trop souvent surchargé en informations. Vous allez avoir à la fois des couleurs différentes, des tailles différentes, des chiffres différents, des mots différents. Si on veut arriver à créer de la clarté chez l'esprit de l'enfant, il faut à la fois que notre présentation et nos gestes soient clairs, mais que le matériel soit clair. Tout le concept va être amené par le matériel et par sa clarté. Ces activités de sensoriel vont nous permettre à nouveau de poser les bases pour les activités de raisonnement plus élaborées, qui vont être les activités de langage et de mathématiques. On ne force jamais les enfants en Montessori, et pourtant on obtient des résultats assez surprenants. Au final, il y a quelque chose donc, que j'ai évoqué quand je parle de cette aide au développement de l'enfant, c'est que la transmission de savoir n'est absolument pas notre but premier. Ça n'est pas notre objectif. C'est notre moyen. Notre objectif, c'est le développement de la personnalité de l'enfant, son développement harmonieux de toutes ses facettes psychiques, et l'acquisition de savoir va être notre outil pour accomplir ça. On pourrait donc croire qu'au final, on va sacrifier l'acquisition de connaissances à ce développement personnel, mais ce n'est pas le cas. Parce que si on suit les lois du développement psychique de l'enfant, qui sont à nouveau, je le répète, des lois universelles et à déterminer scientifiquement, alors l'acquisition de savoir se fait simplement et efficacement. En langage, on va commencer une première acquisition de la lecture, en travaillant d'abord sur la conscience phonologique, sur une association phonème-symbole, en donnant à l'enfant un alphabet mobile qui va lui permettre d'écrire, et les enfants commencent à écrire et à s'exprimer avant de lire. Mais on commence à voir les enfants commencer à lire et à réassocier à partir de 4 ans et demi, ce qui fait qu'on les emmène en général à 6 ans à déjà un niveau de lecture assez avancé. Dans les pays où le bilinguisme est une obligation, j'ai fait ma formation en Inde, donc à chaque fois il y a la langue indienne locale et l'anglais qui sont impératifs. J'ai vu aussi dans le cas des écoles tibétaines, on apprend le tibétain et l'hindi. Dans tous les cas, l'apprentissage d'une deuxième langue et d'une deuxième langue écrite peut également se faire avant 6 ans. J'aurais même tendance à dire, avec une quasi-certitude, que c'est incroyablement plus simple d'apprendre à un enfant à lire et à écrire avant 6 ans qu'à 7 ans qui est l'âge traditionnel. De la même manière, quand on va pouvoir commencer les activités mathématiques, on va commencer par des choses extrêmement concrètes où on va manipuler des grandes barres avec dissections qui vont nous permettre de compter de 1 à 10. On va commencer à associer les symboles 1 à 10 à ces quantités. On va aller vers des quantités séparées. On va commencer à introduire l'idée du système décimal, avec donc le fait, en sachant compter seulement à 10, pouvoir manipuler des grands nombres jusqu'à 9999. Vous verrez un petit exemple dans la vidéo d'enfants qui accomplissent une division de, je crois, 9998 par 3, simplement en manipulant le matériel. Donc avec une approche extrêmement sensorielle, extrêmement concrète, on commence à poser les bases d'un raisonnement mathématique extrêmement avancé. On a des enfants qui vont commencer à acquérir de façon assez durable leur table de mathématiques. La plupart des enfants ont déjà, au pire, un bon concept de ce que représente une multiplication, et au mieux, j'ai un de mes élèves qui est arrivé au CP en connaissant toutes ces tables jusqu'à la table de 16, parce qu'il était passionné et qu'il a voulu apprendre toutes ces tables jusqu'à la table de 16.
Les enfants vont donc avancer en maternelle jusqu'à un certain point. L'objectif de la maternelle, même si les acquisitions académiques sont impressionnantes, je le répète, ce ne sont pas les acquisitions académiques. Ce qui compte pour nous, c'est qu'à la fin de cette période de 0 à 6 ans, l'enfant se soit incarné, qu'il ait vraiment réussi à se construire lui-même, qu'il ait construit son autodiscipline, son indépendance, sa capacité à faire seul, sa conscience de soi, la conscience de sa propre valeur, la conscience de sa dignité. Et toutes ces choses-là, toutes ces choses admirables, on ne les a à aucun moment prêchées, on ne les a pas expliquées, on ne peut pas les inculquer. On ne peut pas inculquer la rigueur, on ne peut pas inculquer l'honnêteté, on ne peut pas transmettre l'autodiscipline. Toutes ces choses-là, il faut savoir, il faut croire qu'elles sont à l'intérieur de l'enfant et que tout ce qu'on peut faire, c'est créer les conditions adéquates pour qu'elles fleurissent et qu'elles s'épanouissent. C'est ce qu'on essaye de faire le mieux possible dans nos environnements de 0 à 6 ans. De 6 à 12 ans, l'enfant change. Il est évident que ça ne se passe pas à 6 ans, à son jour anniversaire, que la transformation ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus graduel. Il faut donc être assez attentif à quel moment l'enfant va être prêt à changer d'environnement. Pour nous, le passage de la classe des 3-6 ans à la classe des 6-12 ans n'est pas automatique à l'âge anniversaire, n'est pas automatique à la rentrée. Elle va vraiment dépendre du moment où l'enfant est prêt. Elle ne va pas non plus dépendre des acquisitions académiques de l'enfant. Elle va vraiment dépendre du moment de sa maturation psychologique. Au niveau des acquisitions académiques, on va avoir des enfants qui seront d'excellents lecteurs, d'autres plus médiocres, même chose pour les mathématiques. Ce n'est pas notre critère d'évaluation. Notre critère, c'est vraiment le développement psychologique de l'enfant pour savoir quand est-ce qu'il peut passer dans la classe des 6 à 12 ans. De 6 à 12 ans, l'enfant change. Ces grands pouvoirs, ces deux grands pouvoirs, sont l'imagination et le raisonnement. On l'a dit, l'enfant de 0 à 6 ans, c'est un enfant du concret, de l'immédiat, qui n'est pas dans l'imaginaire. L'enfant, à cette époque-là, il n'a pas besoin de mythes, il n'a pas besoin de contes de fées, il a besoin de son environnement